Alors, on aborde le paragraphe 3.3, donc concerne le calcul donc, des travaux dans des expériences de thermodynamique. Donc ici, il va s'agir donc du travail total, c'est-à-dire en fait on va calculer une somme de travaux reçus dans une transformation réversible, dont on a donné la définition, et on va rappeler cette définition, on va voir comment cette propriété de réversibilité va nous permettre en fait de calculer la somme des travaux de toutes les forces en fait s'exerçant sur le système. Alors, on reprend toujours notre système, un gaz ici. J'ai pris le code de couleur ici, j'aurais peut-être dû le prendre dans le paragraphe précédent, mais il ne faut pas oublier. Donc, le système thermodynamique d'étude d'intérêt, c'est le sigma gaz. Le système mécanique qui le contient, c'est ce que j'ai marqué donc, en rouge. Donc, il y a un piston mobile sans frottement et une enceinte. Et puis, sur ce piston, c'est rarement sur le système lui-même, s'exerce un certain nombre de forces. Alors là, ça peut être la pression atmosphérique, par exemple, ici en général il y a l'atmosphère. Ça peut être ensuite la force ici exercée par un moteur, la force exercée encore par autre chose, etc. Voilà, donc on part de cette situation-là. Et on se propose de calculer directement le W qui intervient dans delta E égale W plus Q. Donc le W qui est là, c'est la somme des travaux des forces macroscopiques. Voilà, donc voilà, pour bien insister, ce n'est pas le travail d'une force, c'est ce travail donc total. Alors, je ne sais plus si je mets en addition en exposant. Ouais, voilà, je mets comme ça, total, et dans le cas d'une transformation donc réversible. Alors, je vais écrire comme ça. Donc c'est la somme des travaux de chacune des forces, F1 K. D'accord. Donc ici, ça me fait WF1 plus WF2 plus WF3 plus etc. Il y en a rarement plus de 3 quand même. Voilà. Donc, on peut se dire, attendez, mais si je ne connais pas ni F1, ni F2, ni F3, comment est-ce que je vais pouvoir calculer la somme des travaux? On va voir qu'en fait, on peut le faire. Enfin, en tout cas, on peut l'exprimer. Alors, le travail de F1, c'est toujours des forces. Ici, on va appliquer notre formule. On a des forces, le déplacement de point d'application qui est unidimensionnel. Donc, on peut utiliser une formule qu'on a vue précédemment. Donc, ça va me faire somme de xi à xf. Alors, il faut que je définisse mon x ici. En l'occurrence, ça va être là. Alors, on va mettre ça en rouge. Alors, je prends toujours l'origine ici et le i comme ça. Voilà, c'est ce qui est le plus simple. Somme de xi à xf. X étant évidemment la position du piston. Donc, on a i scalaire f1 de x dx plus la même chose, somme de xi à xf. Point d'application de chacune des forces est le même. Voilà. De i scalaire f2, i scalaire f2 de x dx, plus le troisième terme pareil. Voilà. Alors on va pouvoir factoriser par i. On va faire i scalaire, somme de xi à xf, de f1 de x, plus f2 de x, plus etc. dx. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Alors, c'est là qu'on va utiliser le fait que cette transformation est réversible. Alors, si on relit la définition, une transformation réversible, c'est lorsque le système mécanique, transformation réversible pour sigma g, ou pour sigma g union le piston, elle est réversible si le système mécanique qui contient sigma g est en quasi-équilibre mécanique permanent. Quasi-équilibre mécanique permanent. Ça veut dire donc que son accélération, sa vitesse sont quasi nulles. D'accord? Ça veut dire que je vais appliquer en fait le théorème de la résultante cinétique sur ce piston. Je vais dire que s'il avance à une vitesse quasi nulle, eh bien c'est que la somme des forces qui s'exercent sur ce piston sont quasi nulles. Alors, elle passe zéro, sinon il ne se passerait rien. Mais cette somme peut être aussi petite que l'on veut. D'accord? Et à la limite où on tend vers zéro, c'est une transformation réversible. Alors, transformation réversible donc, pour sigma g, donc ça veut dire que le piston avance donc à une vitesse infiniment lente. Voilà, donc j'applique le théorème de la résultante cinétique au piston, ce qui est en gros la RFD, d'accord? Voilà, théorème de la
Donc ça me fait la masse du piston, facteur du gamma de l'accélération du piston dans l'air. D'accord? Alors, ça donc, eh ben, je vais dire que c'est aussi petit que je veux. Donc je vais dire que ça fait un epsilon. Hein. Cet epsilon, donc il va tendre vers 0, est égal à la somme des forces qui s'exercent sur le piston. Donc il faut que je fasse le bilan des forces s'exerçant sur le piston. D'accord? Donc j'ai évidemment mes forces F1 plus F2 plus F3 plus éventuellement d'autres. Et puis j'ai une force ici que je n'ai pas mentionnée, mais bien sûr il y a la force qui est exercée, la force de pression du gaz qui s'exerce sur l'autre face du piston. D'accord? Alors c'est une force qui est distribuée. Bon, et voilà, on l'assimile. Hein. Force de pression. Alors c'est pas la force de pression extérieure cette fois-ci. Hein. C'est la force de pression de sigma G. C'est un peu lourd, mais bon. D'accord? Voilà. Plus donc, voilà, la force de pression de sigma G. Et donc la somme de ces forces n'est pas zéro, mais enfin, en tout cas, on va prendre cette somme comme aussi petite que l'on veut, hein, puisque cette transformation donc, est une transformation réversible. Voilà, ce qui fait que vous voyez que la somme de ces forces, peu ou prou, hein, ces forces, elles compensent, elles équilibrent quasiment la force de pression. Hein. Donc la somme de ces forces, je ne connais pas trop ce que valent ces forces, finalement, souvent on ne sait pas trop ce qu'elles valent, a priori, pas toutes en tout cas. Mais je sais que comme je suppose la transformation réversible, elle s'adapte, hein, de manière à ce que, comme la vitesse du piston vaut quasiment 0, voilà, j'ai une relation entre ces forces. Voilà, alors ça va me faire la chose suivante. Si on a ça, à ce moment-là, je vais remonter, je vais peut-être garder mon schéma. Non, je peux l'effacer. Je vais l'effacer. On va repartir ici. Donc, si je repars de là, hein, le travail donc reçu par sigma G, alors le travail, donc ça, ce serait si j'appliquais le premier principe à l'ensemble sigma G plus piston, hein, bien sûr, puisque ces forces là s'exercent sur l'ensemble sigma G union piston, sur le système sigma G union piston. D'accord? Voilà. Tu as dû préciser un petit peu au départ. Hein. Alors, travail réversible total, ça me fait donc I scalaire, somme de xi à xf. Donc la somme de ces forces, ça fait donc moins fp de sigma G plus epsilon. D'accord? Voilà, dx. Alors, comme la transformation est quasi statique, elle est réversible. Plutôt, excusez-moi, comme la transformation est réversible, elle est quasi statique. Donc elle est infiniment lente et on a en permanence équilibre du système. Donc on connaît sa pression en fonction de x. Donc ça, c'est connu. Car voilà, la transfo, elle est quasi statique. Donc, cette force de pression, elle est liée à la pression du système, et comme la transformation est infiniment lente, la pression du système est bien définie à chaque instant de la transformation, ce qui ne serait pas vrai dans une transformation quelconque, une transformation réelle. Alors, donc, de ce fait, je peux exprimer cette force de pression. Ça fait donc I scalaire. Alors, la force de pression, c'est la pression fois la surface. La force de pression, elle va dans ce sens-là. Donc somme de xi à xf, alors j'avais mon signe moins ici, et la force de pression, donc elle va dans le sens de i, donc c'est la pression du système sigma g, d'accord, en fonction de x, fois s, qui est la section du cylindre, qui est la surface du piston, d'accord, comme dans le chapitre précédent, fois i, voilà, plus epsilon, voilà, dx. Donc, ça me donne la chose suivante. Ça me fait moins somme de xi à xf de p de sigma g de xs dx. I scalaire i, ça fait 1, ici moins 1, plus l'intégrale de i scalaire epsilon dx de xi à xf. Voilà ce que ça te donne.
Et alors, on va encore transformer ça. Alors, on a comme tout à l'heure, hein, on ne voit plus sur le schéma, et j'ai le volume du système sigma GV égale Sx. D'accord, hein. Et bien ça, on a dit que c'était aussi petit que l'on veut, ça tend vers 0. D'accord? Donc, on va avoir la chose suivante. On va avoir la chose suivante. C'est que le W, donc, que j'appelle réversible total, pour bien savoir quelles sont les hypothèses qu'on utilise pour faire ce calcul. On va faire le changement de variable ici qu'on a déjà fait, d'accord? Donc si j'ai V égale Sx, j'ai dV égale S dx. Donc je vais remplacer ce S dx par dV. Et en fait, je fais un changement de variable. Somme donc, alors du volume de V de xi, c'est VI, à VF. De la pression, alors je ne sais plus du tout la pression extérieure, c'est la pression de sigma G. Et je mets encore un petit réversible ici, voilà, pour dire que en fait, je vais avoir une fonction qui, au volume, à chaque instant de la transformation, me donne ici la pression. Je fais la pression en fonction de x. En fait, alors pour l'instant, on ne connaît pas cette fonction. Mais n'empêche qu'elle existe forcément quand je fais cette transformation. Ça va dépendre des conditions de la transformation. Mais à chaque volume que je vais atteindre au cours de la transformation, la pression vaudra une certaine valeur. Et j'ai une fonction qui me permet de passer du volume au cours de la transformation à la pression du système. Voilà, ça fait dV. D'accord. Plus 0, puisque si cette affaire-là tend vers 0, l'intégrale tend également vers 0. Voilà, d'accord. On va ajouter plus 0. Voilà, et donc je me retrouve avec cette formule. Voilà, donc le travail, total. Donc la somme des travaux de toutes les forces exerçant sur le système, le piston ici, voilà, somme de tous ces travaux dans le cas d'une transformation réversible et uniquement dans le cas d'une transformation réversible, bien sûr. Voilà, il ne faut pas la confondre avec la formule précédente, ça se ressemble un petit peu mais ça n'a rien à voir. Dans le cas de la formule précédente, c'était ici la pression extérieure et ça s'applique à n'importe quelle transformation, réversible ou quasi-statique ou pas. La formule précédente, ça s'applique à une transformation quelconque. Ça, c'est une somme de travaux de force. C'est-à-dire que parmi les forces, les F1, F2, F3, je peux avoir une force de pression extérieure. Donc ce travail réversible total peut être égal à le travail d'une force de pression extérieure plus le travail de F2 et de F3. En fait, là-dedans, il y a il peut y avoir compris la formule précédente. Voilà, d'accord. Alors, là aussi, quelle est la validité de cette formule-là? J'ai fait le changement de variable V égale Sx. Je vous ai montré dans le paragraphe précédent que dans certaines situations un petit peu compliquées peut-être, ce changement de variable n'était pas valable. Donc, ce qui fait que la formule que j'en avais déduite, elle n'est pas valable. Alors ici, si je vous reprenais le même exemple que tout à l'heure, je pourrais en fait vous redémontrer cette formule. Cette formule resterait valable. Et en fait, et j'ai rajouté ça assez peu souvent, ce qui se passe, c'est que du moment qu'on vous dit que la transformation est réversible, cette formule s'applique, je dirais, sans aucun état d'âme. Donc vous êtes sûr qu'elle s'applique, on peut la démontrer avec des conditions. Voilà, moi j'ai pris un cas un peu simple, si vous voulez, pour amener une démonstration qui soit convaincante. On peut la démontrer en prenant des hypothèses bien moins restrictives qu'un cylindre, un piston, etc. Voilà. D'accord, donc là, la validité, en gros, il n'y a pas à réfléchir. D'accord, donc si la transformation vous dit la transformation est réversible, alors vous savez que la formule est valable. Voilà, il n'y a aucune exception, ça marchera tout le temps. D'accord, étant entendu que c'est le travail de plusieurs forces a priori. D'accord. Voilà donc pour cette formule. Donc ça c'est une formule, on va voir, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, ce cas limite de réversibilité joue un rôle en thermodynamique. Bien que ce soit une espèce de limite qui ne soit pas tout à fait atteignable.
Alors, je vais me regarder s'il me reste du temps. Ouais. Alors, on passe maintenant au paragraphe 3-4. C'est un paragraphe qui est polycopié. Hein. Paragraphe 3-4 sur le travail reçu sous forme électrique. Alors, voilà, donc si on lit ce que je vous ai marqué, ça fait référence à des bilans d'énergie potentielle en l'occurrence, pour des électrons se déplaçant dans une résistance par exemple. Voilà, ces choses-là, j'aurais dû les faire dans le cours d'électrocinétique qu'on a eu à peu près au début de l'année. Hein. Comme je dirais, les aspects énergétiques, c'était pas ma préoccupation principale à ce moment-là, j'ai pas voulu perdre de temps avec ça, donc je ne vous ai pas fait ces bilans d'énergie. Voilà, donc là, les rappels que je vous mets, bon alors, ces choses-là, on le verra dans le prochain cours. Le prochain cours, ce sera un cours sur les champs magnétiques, induction, et on fera tout ce qui est moteur, etc. Donc, on fera tout ce qui est échange d'énergie, énergie électrique, énergie mécanique. Donc en plus, on élargira par rapport à ce qu'on aurait pu simplement faire dans le cours d'électrocinétique. Voilà, donc là, bon, on ne peut pas trop... voilà. Alors, pour ce qui est de ce chapitre, je vais simplement vous demander en fait d'appliquer une formule que je vous ai justifiée ici, mais voilà, ça demande certaines études qu'on n'a pas encore faites. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez des électrons qui traversent une résistance? Une résistance, c'est un système thermodynamique comme un autre. Les électrons, ils traversent cette résistance. Donc, en fait, ils exercent des forces sur les atomes de cette résistance. D'accord? Donc, c'est comme des corps extérieurs CK. Chaque électron qui traverse exerce des forces sur un peu tous les atomes qu'il va rencontrer dans la résistance R. D'accord? Et tous les électrons qui vont traverser R exercent des forces sur les atomes. D'accord? Et bien, ce qu'il faut évaluer, c'est le travail de ces forces. Ok? Alors, évidemment, on ne peut pas l'évaluer directement. Ça va s'évaluer indirectement par des bilans d'énergie. Mais le résultat, c'est quoi? C'est ce qui est encadré. Je vais vous demander simplement de l'appliquer. Donc, c'est le travail électrique. Donc, je vous ai mis somme sur les électrons qui traversent donc, le système, une résistance en l'occurrence, ça peut être autre chose. Somme sur les atomes donc, de la résistance. Somme sur les électrons qui traversent, somme sur les atomes de la résistance, du travail de l'électron sur un atome. D'accord? Alors ça s'évalue bien sûr indirectement, et on aboutit donc à cette formule que vous connaissez par ailleurs, dans un autre contexte. Donc si je vous ai rappelé ici les conventions, autour d'une résistance, voilà, autour d'une résistance ici, je prends un point A et ici un point B, donc ça, c'est ce qu'on va appeler le courant IAB. Donc, je l'ai mis, ok. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la tension UAB. C'est la tension UAB. Voilà. Et donc, figurez-vous que le travail de ces électrons qui traversent la résistance R, on retrouve cette formule. Voilà, UAB. Alors, attention avec l'orientation. IAB. Delta T, évidemment, c'est la durée de l'expérience, durée pendant laquelle donc, les électrons traversent, on considère cette durée d'expérience. Voilà. Alors, ça évidemment, vous le connaissez dans un autre contexte. Vous le connaissez dans le contexte de l'expérience de Joule, une autre expérience de Joule que celle dont on a parlé. Et ça serait plutôt la chaleur dégagée par effet Joule d'une résistance parcourue par ce courant-là et cette tension-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, la quantité en question, c'est pas de la chaleur, si je veux dire. À la base, c'est en fait une énergie potentielle électrique, d'accord? Et on peut voir que on peut montrer que c'est le travail, je répète, que font les électrons sur les atomes de la résistance qu'ils traversent. Voilà. Ces électrons, c'est un corps extérieur, ils exercent un travail sur les atomes de cette résistance, donc à ce titre, il faut le prendre en compte dans le bilan d'énergie. Et donc, voilà, on peut évaluer que le travail donc, de ces électrons, c'est UAB, IAB, delta T. D'accord? Alors, pourquoi évidemment c'est lié à la dissipation par effet Joule? Alors, c'est un petit peu ce que je vous mets un petit peu à la fin là, du paragraphe. Quand on saura faire un petit peu de thermodynamique, il sera assez facile de montrer que cette énergie qui est reçue électriquement, elle va plus ou moins intégralement être cédée par la résistance sous forme de chaleur à l'extérieur. D'accord? À moins que la résistance en garde une partie, on verra un peu comment ça se passe.
hein. Mais voilà, pourquoi voilà, ce que je vous dis, si on se met dans une situation où vous avez une résistance qui est dans l'air, et donc sa température au bout d'un certain temps est constante, parce que bon, elle peut se mettre à chauffer au départ quand le courant passe, mais ensuite sa température va être constante parce qu'elle va recevoir en fait autant d'énergie électrique qu'elle va perdre d'énergie thermique. À ce moment-là, on montre que le moment est arrivé dans ce régime permanent, sur un instant voilà, delta t, si elle reçoit pendant cette durée delta t cette énergie-là, elle va intégralement la céder à l'extérieur sous forme de chaleur, par l'effet Joule. Voilà, d'accord. Voilà, donc pour l'instant, vous repensez à cette formule en termes d'énergie et pas en termes de chaleur, d'accord. C'est qu'indirectement que c'est de la chaleur. Voilà donc pour ces calculs de travaux en fait. Hein. On a un petit peu fini. Alors on verra dans le paragraphe prochain comment on va les utiliser. On va faire un certain nombre d'exemples. Hein. L'exemple type qu'on peut retrouver dans les exercices qu'on retrouvera dans les machines thermiques, en fait, les transformations qu'on va retrouver dans les machines thermiques. Alors est-ce qu'il me reste un petit bout de temps? Ouais, ok. Alors, on va facilement faire le paragraphe 4, hein, que vous pouvez lire. Le paragraphe 4, c'est transfert thermique. Alors, paragraphe 4 tient 2 lignes. Bon, alors on a notre premier principe, c'est delta U égale W plus Q. Bon, U, on vient de voir qu'en gros, on vous le donne. Donc, écrire delta U, c'est quand même pas compliqué dans une transformation. D'accord. W, on vient de faire voilà, le travail, etc., les résultats dont vous aurez besoin pour interpréter voilà, des expériences dans lesquelles il y a des échanges de travail et de chaleur, des transformations thermodynamiques. Reste le troisième terme à calculer, c'est le transfert thermique. D'accord. Alors pour calculer le transfert thermique, ben, ça devient compliqué. Hein. Voilà, le transfert thermique, donc Q indice sigma, reçu algébriquement par un système sigma, ben, il va s'évaluer tout simplement à partir du premier principe appliqué à sigma. J'applique le premier principe au système sigma, donc delta U de sigma, W de sigma, W indice sigma plus Q indice sigma. Donc forcément, ben, Q indice sigma, c'est delta U moins W. Et voilà, d'accord. Donc le delta U, si vous... Alors, ça veut dire qu'on sera capable, hein, à partir du premier principe, hein, de prévoir en fait l'état final. Donc le U est connu, donc le delta U est connu. Hein, et évidemment, il faut connaître la température finale, puisqu'on a vu que U, en gros, c'est proportionnel à la température. Hein, et cette température finale, on saura la calculer. Hein, et à ce moment-là, ben, voilà, hein, le transfert thermique, c'est en gros ce qui est apporté sous forme d'énergie, ce que le système récupère en énergie interne et qui n'est pas apporté sur le travail. En fait, c'est ça. Hein, d'accord. Voilà. Donc, hein, j'ai écrit Q égale W, pardon, delta U moins W. Voilà. Hein. Et W, donc ce delta U sigma, si on connaît la température finale, on saura très facilement le calculer. Et le W, bon, il faut faire un petit peu des efforts. Hein, enfin, c'est ce qu'on vient de voir dans ce chapitre précédent. On sait maintenant comment évaluer ce W. Hein, et ce W sera évaluable. Voilà. Et donc j'en déduis le transfert thermique comme ça, il n'y a pas, voilà, a rien à calculer en tant que tel. Voilà, donc le transfert thermique, c'est... voilà, de toute façon, on a dit que c'était un travail, donc c'est forcément, sur l'unité, c'est forcément des joules. Hein. Voilà.